sociales, bon, elles existent toujours, mais il y a aujourd'hui 50% de la population qui fait partie des classes moyennes. C'est-à-dire que le Brésil a effectué un certain décollage économique, est devenu aujourd'hui une puissance émergente, mais il est surtout un partenaire économique et politique avec lequel le monde doit compter. C'est-à-dire que, par exemple, il est membre du G20, il est de plus en plus présent au Conseil de sécurité des Nations Unies, et on pense qu'un jour ou l'autre, il sera membre permanent du Conseil de sécurité. Il a même proposé d'être le médiateur au Proche-Orient. Et ensuite, il a été quand même le précurseur en matière de sommet sur l'alimentation, le sommet contre la faim aux Nations Unies, un partenaire très important aussi à Copenhague, où il a pris des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont quand même très importantes. Et c'est donc l'homme qui a fait du Brésil la 10e économie mondiale. C'est intéressant l'exemple du Brésil parce que justement ça illustre ce que vous disiez, c'est un pays émergent qui favorise les relations sud-sud et donc le commerce et les échanges avec les autres pays émergents du sud et non plus avec les vieux pays du nord si on peut dire. Les émergents ne sont pas tous dans le même sac, hein. Et il y en a deux qui sont des puissances importantes, montantes rapidement et déjà des puissances régionales évidentes mais qui n'ont pas forcément envie d'être des puissances mondiales au sens global et avec les inconvénients que ça entraîne. Elles ne sont d'ailleurs pas encore dans le Conseil de sécurité puisqu'on n'arrive pas à le réformer, à le débloquer. C'est le Brésil et l'Inde dans des genres différents. Ce système multipolaire, vous savez, c'est un système instable. Et il y a des pôles qui montent, des pôles qui descendent, des pôles qui se maintiennent plus ou moins. La Russie, c'est une puissance surnageante, par exemple. Elle n'est pas émergente, ni le reste. Alors le Brésil joue un rôle très intéressant, sympathique, évidemment très aimé en Europe. C'est un pays qui monte mais qui n'inquiète personne. Et c'est un pays qui a été formidablement servi par la personnalité exceptionnelle et charismatique de son président. Après, il faudra voir dans la durée, mais c'est un partenaire solide possible pour des pays occidentaux qui ne veulent pas se laisser enfermer dans une sorte de bloc occidental défensif par la montrée des émergents et qui savent qu'il faudra bâtir des partenariats, des vrais, pas simplement le slogan, mais des vrais partenariats avec tel ou tel des émergents, mais pas uniquement dans les 3 ou 4 principaux. Je répète, il y en a une quarantaine des émergents. Il faut les avoir tous dans notre champ de vision. Alors que la Chine, elle fait beaucoup plus peur. Est-ce que c'est parce que c'est aussi un géant sur le plan diplomatique aujourd'hui? Elle est plus importante, bien sûr, oui, 1,4 milliard. Et puis le régime politique aussi, bizarrement, fait plus peur aujourd'hui qu'il y a 30 ans, où le régime était quand même beaucoup plus horrible qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la Chine est toujours un pays autoritaire, ce n'est plus un pays totalitaire, comme il y a 30 ou 40 ans. Ce qui est d'ailleurs curieux, c'est que parmi les plus grands critiques actuels du régime chinois étaient ses adorateurs d'il y a 30 ou 40 ans. Mais ce qui est intéressant également dans le cas du Brésil, c'est de voir, on reproche souvent à ceux qui ne sont pas d'accord avec les Occidentaux de l'être parce qu'ils sont dictatoriaux. Mais sur des sujets comme l'ingérence, comme la guerre, comme le Proche-Orient, Lula non plus n'est pas d'accord avec les Occidentaux. Sur l'Iran également, il n'est pas d'accord avec les Occidentaux. L'Inde non plus. Et on ne peut pas dire que l'Inde ou le Brésil ne sont pas d'accord avec nous parce que ce sont d'horribles dictatures qui refusent nos valeurs universelles. C'est parce que ce sont des pays du Sud qui ont été dominés et qui ont une autre conscience des relations internationales. Et pourquoi ça ne concerne pas l'Afrique? Alors vous allez me dire qu'il y a parmi les 40 pays émergents, il y a des pays africains, mais on parle de l'Amérique latine, on parle de l'Asie, mais beaucoup moins de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique n'est pas concernée par ce mouvement d'émergence de nouvelles puissances? Elle est concernée. Il y a beaucoup de pays africains qui, avant la crise, ont eu 7 à 8% de croissance par an, même en dehors de l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud, ça doit faire à elle seule le tiers du PNB de l'Afrique. Oui. Largement. Donc l'Afrique est quand même dans l'affaire, dans la mondialisation, mais il y a plusieurs façons d'y être. On peut être mondialisateur ou mondialisé. L'Afrique est émiettée. Les deux géants potentiels de l'Afrique sont le Nigeria, qui est très mal géré, et l'Afrique du Sud, qui n'est pas encore assez importante pour pouvoir peser comme le Brésil. Et le reste, c'est trop nombreux États qui n'ont pas la taille critique pour peser réellement au niveau international par au sol. Ils sont plus en croissance qu'on ne le croit. Et ils pèsent dans la mesure où ils entrent dans le jeu brésilien, dans le jeu indien, dans le jeu chinois, etc. Je voudrais qu'on dise un dernier mot sur le dérèglement climatique, qui est aussi l'un des enjeux de ces 10 dernières années. Fonte des calottes glaciaires, élévation du niveau des océans,